On va continuer donc cette première journée de festival avec une deuxième conférence. On a l'honneur d'accueillir Étienne Armand Amato, qui est chercheur en sciences de l'information et de la communication et qui, pour les non-académiques, est spécialiste des nouveaux médias, des nouveaux formats narratifs. Il travaille depuis longtemps sur toutes ces questions et il porte un regard aiguisé et critique, positif comme négatif, sur ce que les nouvelles technologies font à la narration, sur comment nous on s'en empare, comment les usages peuvent modifier pas les technologies directement, mais peuvent modifier imperceptiblement, plus ou moins, les nouvelles formes narratives, etc. Enfin, je lui passe la parole. Il saura mieux que moi vous parler de son travail. Bon, ben voilà, je suis lancé avec une certaine pression dramaturgique, avec une mise en scène qui définit des horizons d'attente, toutes choses dont vous êtes au moins, si ce n'est les spécialistes, mais les intéressés. Alors donc, on démarre un petit peu en retard, donc je vais essayer d'être un peu plus dense et rapide. Je m'en excuse pour le cas où ça irait trop vite. Vous levez la main ou vous faites un signe de vertige si la montagne russe vont trop vite. Alors je commence par cette petite critique d'un jeu français qui s'appelle Beyond Two Souls de Quantic Dream. Une des œuvres les plus poignantes et captivantes que nous ayons pu rencontrer dans le jeu vidéo, capable de remuer au même niveau de profondeur d'émotion autant que les grandes œuvres venues des médiums classiques du média, film et littérature. Donc on voit avec cet exemple l'enjeu à la fois marketing, à la fois de reconnaissance émotionnelle qui s'inscrit avec, qui est porté par les nouveaux formats, ici le jeu vidéo. On pourra avoir quelques exemples au cours de la présentation qui va être un peu acrobatique puisque je vais jongler effectivement entre différents supports, mais bon, c'est aussi la prise de risque qui nous intéresse. Donc j'ai décidé d'appeler voilà, vous en connaissez le titre. Alors moi ce qui m'intéresse c'est le mode de fréquentation des univers ludo-fictionnels en particulier puisque j'ai porté mes travaux sur les jeux vidéo, mais pour introduire un peu d'où ça parle, bien que ce n'est pas si intéressant que ça de parler de soi, mais bon, quand même, j'ai décidé de vous expliquer, avoir un parcours qui m'a fait rentrer en jeu vidéo, comme beaucoup à un certain âge jeune, puis dans la fiction du jeu de rôle, qui n'avait pas de support technologique à proprement parler, si ce n'est l'écriture, le papier et les dés, qui sont quand même une technologie de l'aléatoire, le cinéma en lui-même, qui m'a conduit à faire tout un parcours en cinéma et des études, puis le multimédia en 96, et les jeux vidéo qui étaient enfin en 3D de façon suffisamment nette et figurative pour commencer à pouvoir rapatrier les notions issues du cinéma. Enfin, j'ai mené des investigations à caractère sociologique, plus précisément ethnographique, dans les jeux en ligne massivement multijoueurs, donc des univers qui ne cessent jamais, dont un des plus connus est World of Warcraft, mais il y en a des centaines. Et j'ai mené une thèse sur les modes de fréquentation, ou le mode particulier, propre aux médias jeux vidéo, s'il existait en tant que tel, pour enfin venir en réalité virtuelle il y a quelques années, avec la question de l'avatar en particulier. Alors ça permet quand même juste d'étager que le regard, il s'inscrit dans des pratiques personnelles, bien sûr, mais aussi dans des moments sociaux qui garantissent, moi j'ai l'impression que c'est très fort, mais bon, ça va, qui garantissent d'avoir une position impliquée. Alors les champs disciplinaires associés, on a bien sûr dans le domaine du récit qui nous intéresse une vieille dame qui s'appelle la narratologie, la ludologie, bon alors évidemment on peut faire des sciences de tout et de n'importe quoi, hein, mais il se trouve que le jeu est devenu un domaine d'études, la sémiologie, la science des signes, l'analyse critique cinématographique et vidéoludique qui s'est construite évidemment à partir des pratiques amateurs et journalistiques, mais qui s'est poursuivie à l'université. Et en fait l'enjeu c'est de saisir le vécu et la condition, alors d'un côté, et en sachant qu'il y a un caractère cumulatif aussi, on va le voir, du spectateur-spectatrice, du joueur-joueuse, des interacteurs, des participants, et de plus en plus, on peut appeler l'expérimentateur, voire le plongeur. Là, on peut avoir plusieurs formes de métaphores pour définir ces modes de fréquentation. Il se trouve qu'on a pu, avec des collègues dans les années 99-2005,
tenter des élaborations conceptuelles, mener des enquêtes critiques à partir des œuvres, c'est parce que, évidemment, quand on a des nouveaux formats, des nouveaux médias, il s'agit de définir des vocabulaires, des terminologies qui satisfont à la description et à l'analyse. Et donc, par exemple, là, j'ai montré l'article en ligne, toujours, hein, de Jannick Laudoire, qui s'interrogeait sur la production fictionnelle collective des amateurs des Sims, à la fois dans des récits de seconde main, mais aussi à l'intérieur même du jeu, parlant de fiction émergente, pour ce qui était ce caractère, on va y revenir, un petit peu de bac à sable. Et puis j'ai mis dans ce séminaire, dont un livre est sorti, des questionnements sur le geste interfacé que Jean-Louis Weisberg portait, hein, donc un geste qui est relié à un appareil et qui va produire des rapports corporels imaginaires, qui va interfacer à un monde, mais aussi à des actions et à la question du récit. Voilà, hein, chercher l'histoire chez les Sims. Donc la fonction de sauvegarde que j'ai étudiée à l'époque dans les jeux vidéo, j'y reviendrai sur la fin de l'exposé. Donc du coup, tout ça à l'époque. Alors moi, c'est vrai que cette époque-là est un peu clôturée pour moi, puisque je suis parti vers des réflexions sur le corps, la phénoménologie du corps en neurosciences, dans les mondes de réalité virtuelle. Mais bon, ça a été un travail réalisé, partagé, beaucoup l'ont repris, d'autres sont venus sur le champ en question, et donc ça date un peu, mais à revisiter, et c'est disponible avec l'ouvrage du séminaire en question. D'autres approches qui croisent aussi les approches informaticiennes. Mon propre travail sur les avatars jouables, qui est un axe qui rappelle la question du personnage et celle de l'incarnation dans un univers et dans des enjeux scénaristiques, à défaut d'être extérieur à l'individu. Donc ici, le travail de mon collègue Étienne Périni sur les images interactives, puisqu'on parle d'interactivité ici et d'immersion, je pense que c'est très important de considérer les propriétés caractéristiques de l'image, en quoi est-elle interactive, à quel niveau. Et puis des travaux, par exemple, d'un ami américain, Poseneffect, The Art of Interactive Narrative, comment est-ce qu'on parvient à justement résoudre cette fameuse équation entre la maîtrise narrative et puis la participation du spectateur, plongeur, vous mettez tous les mots que vous voulez. Alors à partir de la Quoi de neuf docteur, puisque moi je suis docteur à l'université, donc j'ai ce mérite de pouvoir dire hein, quoi, what's up. À partir de la toujours inévitable continuité de l'expérience finale vécue par l'utilisateur, hein, puisqu'on a quand même toujours, on rentre quelque part dans un système, quelle que soit l'interface, on est peut-être perdu, ou orienté, ou challengé, enfin mis au défi. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un début, une fin. Alors évidemment, on peut faire des astuces pour créer des ruptures, pour que cette continuité soit un petit peu plus compliquée à retramer. Et c'est tout donc la question de la trame, c'est-à-dire de l'intrigue, de la scénarisation. Et j'aime bien cette affaire de métaphore textile, puisque nous avons tout un champ, tout un vocabulaire, hein, puisqu'une trame est constituée par des fils. Hein, alors là, j'ai mis sur le fil, hein, le conducteur, du rasoir, du funambule, du récit, selon des motifs qui peuvent être associés à des régimes narratifs ou des habitudes, comme un certain type de récit plus ou moins naturaliste ou réaliste, voire complètement délirant, ou même la question de l'héroïsme, qui est une forme de narration extrêmement standardisée, avec un accès classique lié à des valeurs humanistes, où un héros va s'émanciper de sa condition en prenant conscience au fil des preuves. Hein, je vous renvoie aux travaux de Campbell sur le héros aux 1000 visages. Et donc ces motifs, comme je les appelle ici, sont tout à fait repérables et conditionnent tous ces récits, qu'ils soient interactifs, immersifs, etc. Donc, je voulais le rappeler, d'où mon titre. Bon, alors je suis ambitieux. Alors du coup, la spirale configure des retours en arrière qui n'en sont pas. Alors je veux aider à réfléchir le domaine, puisque régulièrement, oula, il est en automatique. Régulièrement, notre champ fait appel, enfin découvre de nouveaux médias. Alors moi, je travaille avec des gens comme Jean-Louis Boissier ou Étienne Périni, qui ont travaillé avec le vidéodisque. Vidéodisque, vous avez peut-être une culture de cela, des images analogiques computées par un ordinateur, c'est-à-dire non, pas computé, commuté, c'est-à-dire interfacé. Je suis dans un escalier, l'image d'après, je suis dans une chambre. On peut faire des parcours qu'on appelait hypermédia, et on les a retrouvés avec les CD-ROM presque 15 ans plus tard.
Aujourd'hui, avec Netflix et son dernier essai interactif, on retrouve des propriétés. Bon, ce sont des vidéos, pas des images fixes, mais dans les vidéodisques, on avait aussi des enchaînements de séquences sur des bases donc extrêmement similaires en termes de structure narrative. Du coup, cet effet spirale, il est intéressant puisque, alors les anciens, bon, je me suis vanté d'une certaine chronologie au début, qui m'amène à mon jeune âge, mais finalement, je suis déjà un dinosaure et j'attends les astéroïdes, dirait l'autre, parce que j'ai vu beaucoup de vagues et beaucoup dans le champ sont toujours intéressés par ce renouvellement des discours qui, pour les auteurs, pour les acteurs du domaine, réinventent des choses qui ont déjà été vues et en même temps, la spirale montre bien qu'il y a du nouveau. Hein, il y a quand même quelque chose qui se passe entre le jeu massivement multijoueur où on a une infinité ou un parallélisme de vie qui est assez possible. Hein. Moi, j'ai travaillé avec une artiste qui s'est enfermée dans un monde parallèle et qui ne faisait que jouer, qui n'avait plus d'autres activités pendant 3 semaines. On a vu les effets, c'était intéressant. Donc, on peut vraiment consacrer sa vie à ça. Il s'agit de Claire Sistac dans une expérience de cyberexploration sur 3 jeux. Bon, c'est pas la même chose que de consulter un livre dont vous êtes le héros. Hein. On ne peut pas vraiment vivre dedans à ce point. Donc, je cite Saltan pour une fiction, qui était un CD-ROM de 97, qui voilà, permettait vraiment d'aborder des propriétés de la narration interactive. Alors, évidemment, je cite quelques propos ici de professionnels. Hein, récupérés, vous avez sur SlideShare cette conférence. Alors, on parle de narration combinatoire, on a des petits éléments, des nœuds, des blocs. On va pouvoir envisager différents types de chemins, un petit côté puzzle. Les contenus se combinent, alors selon des propriétés qu'on va donner selon les formes du puzzle. On pense à c'est une question à la fois de très traitée dans le champ des hypermédias. Les hypermédias, c'est le terme un peu plus savant pour dire le multimédia, mais qui insiste sur ce caractère où on saute d'un endroit à l'autre. On a pu avoir ça dans les systèmes de QuickTime VR, où on était au centre d'une bulle et puis on sautait. Hein. Souvenez-vous de Myst, le jeu vidéo où on avait une aventure dans une île mystérieuse. On était vraiment dans des nœuds à chaque fois, et puis il fallait trouver comment déverrouiller la sortie à la manière d'un jeu d'exfiltration escape room aujourd'hui. Bon, voilà, c'est assez classique, les technologies changent, ça peut être une image, un tableau interactif, mais voilà, cet enchaînement est présent, y compris aujourd'hui, puisqu'on va balayer jusqu'à la réalité virtuelle dans des œuvres qui vont permettre de s'échapper de l'endroit où l'on est par l'intermédiaire d'une brèche, d'un connecteur qu'il faut trouver par le regard, par le mouvement, en touchant quelque chose, etc., selon l'interfaçage du corps. Alors, ce même Ulrich nous évoque des séparations qu'on peut faire entre, par exemple, alors, bon, ça, on peut débattre, hein, justement, tout de suite, narration connectée, narration combinatoire. On a un labyrinthe qui nous entoure. Alors, d'un côté, il nous dit... moi, j'aurais dit l'inverse. Hein, j'aurais dit, éventuellement, connecté, c'est le QR code. Combinatoire, c'est éventuellement le labyrinthe. Mais bon, c'est intéressant, puisque, précisément, c'est ce genre d'exercice intellectuel qui nous amène à travailler nos outils de conception pour les auteurs, nos outils d'analyse pour les critiques ou les universitaires. Mais ce qu'il dit après, intéressant, puisqu'il nous dit, voilà, les productions culturelles sont bâties comme des villages moyenâgeux. Alors, métaphore didactique. Alors, il faut passer par un contrôleur, on doit rentrer dans la basse ville, de la haute ville. Donc, on peut imaginer effectivement beaucoup de récits dont les conditionnalités de progression font qu'on est un petit peu dans un système rigide et hiérarchique. À l'inverse, bon, lui le met du côté de la narration combinatoire, on pourrait parler de systémique, ou d'approche biologique, hein, puisque tout ce qui est ouvert, évolutif, hein, le vivant, c'est plutôt le domaine de l'organique. Voilà. Ça donne à réfléchir, hein, c'est pas mal. On est preneur. Enfin, je n'ai pas donné une note. Hein, je ne suis pas prof ici. On est là pour réfléchir ensemble. D'ailleurs, il y a un temps de questions que je vais essayer de préserver, malgré un débit soutenu. Et beaucoup de choses à vous dire. Alors du coup, les modèles narratifs, beaucoup s'y réfléchissent. Hein, y réfléchissent, puisqu'on a la linéarité classique, qu'on va voir juste après avec différents schémas, plus ou moins arborescents, des parcours. Mais on a des logiques vraiment très différentes, comme les logiques dites bac à sable, sandbox. Qui a entendu parler des logiques sandbox, bac à sable ici? Juste pour avoir une idée. Ok, merci. Donc ce sont des logiques où, en gros, vous mettez une situation, un environnement, des outils,
Et selon les propriétés de l'environnement, le sable, l'eau, le seau, la pelle, on va faire des châteaux. Ça revient pas exactement au système d'avant, mais ça y fait penser. Non. On va inventer des choses, on va se raconter des histoires, et donc c'est un petit peu synonyme de activité improvisée, utilisant un système, je m'en rapproche, un système ouvert et qui n'est pas complètement prédit. Alors évidemment, si on y attribue des règles, genre le plus beau château à gagner, même si c'est un système bac à sable, du coup ça induit l'activité selon les objectifs, mais ça c'est la propriété du jeu. Alors, donc on a les jeux de simulation dans ce domaine, les multiverses qui sont par exemple incarnés pour nous tous dans Second Life. Les multiverses, c'est les univers persistants, c'est un des termes. Ou les métaverses aussi, on les appelle. Bon, il y a une question de terminologie, mais disons que dans Second Life, chacun peut fabriquer son environnement, peut utiliser les outils à disposition, donc c'est vraiment du bac à sable, fabriquer son délire, sa maison ou autre chose. Ça peut être justement une invention complètement surréaliste, et grâce au principe même de l'environnement, on va inventer les conditions pour qu'émergent des histoires, pour qu'il se passe des choses. Alors évidemment, on peut déjà se poser la question, c'est que y a-t-il histoire, hein? Quand est-ce qu'il y a histoire? Quand est-ce qu'elle cesse? Est-ce qu'on pourrait dire qu'autrefois on nous racontait des histoires qui devenaient des expériences, alors que là on propose plutôt des expériences qui pourraient devenir des histoires, hein, vous voyez la différence? Et du coup, les conditions, les propriétés de l'expérience qui fait par la suite histoire, elles sont intéressantes à étudier. La surprise, la transformation, l'écart avec le prédictif, donc ça rejoint la surprise, mais on peut se dire qu'est-ce qui fait qu'une expérience, puisqu'on parle beaucoup d'expérience aujourd'hui immersive, va produire un phénomène que j'avais qualifié d'auto-narration. Je me raconte la chose comme si c'était une histoire qu'on m'avait délivrée de l'extérieur, donc je suis non pas l'auteur complet, mais le remédiateur des événements. Et cette narration a été particulière parce que je l'ai activée. Donc c'est une narration, dirait l'autre à l'époque, quand on mettait des C dans tous les trucs qui ont un sion. Et donc c'était une narration que j'avais activée par des clics, des gestes. Bon, donc une narration devenait une histoire par l'intermédiaire d'une auto-narration a posteriori. Ça va? C'est compréhensible? Bon, c'est un peu... mais j'essaye d'être clair. Du coup, ce monde du bac à sable, de l'émergence, de la fiction imprévisible, bon, évidemment, selon l'univers, si vous êtes dans un monde post-apocalyptique, c'est pas les mêmes histoires que si vous êtes dans un jardin foisonnant de ressources. Hein. Évidemment, les propriétés de l'univers sont importantes, donc tous les game designers s'intéressent au rapport entre le background, l'arrière-plan, le lore. Le lore, c'est... le fondement de l'univers, et puis les activités qu'il va prodiguer ou qu'il va inciter à avoir, une sorte d'affordance, enfin de propriété d'invitation. L'invite, affordance, c'est inviter, que produit l'univers et le système de simulation qui va avec. Puisque si on simule une croissance de plantes, c'est pas la même chose que si on simule les transports, que si on simule la vie du standard américain, de l'American Way of Life avec les Sims et les petits personnages qui vivent dans leur maison, etc. Alors, moi, je me fais une réflexion là depuis quelques jours, depuis quelques temps, parce que là, je sors d'une conférence sur les propriétés de la science-fiction pour approprier l'avenir. Donc, comment la science-fiction nous a aidés à anticiper les gadgets comme les récits interactifs, comme les casques de réalité virtuelle. Donc, j'étais dans une réflexion sur ça il y a 2 jours, dans une conférence. Et je vous livre juste une question. Les codes de la fiction sont en réalité assez fixés par des régimes de vraisemblance, de crédibilité. On nous parle toujours de suspension d'incrédulité avec Coleridge. On va voir quelque chose, on dit, bon, allez, je mets de côté mes a priori, on accepte ce qui nous est raconté pour même un film, mais on s'aperçoit que c'est, pour tous ceux qui connaissent le rapport avec le documentaire, avec la vie, que la réalité dépasse la fiction, et que beaucoup d'épisodes de vie, quand on commence à les mettre sur un écran, qu'il soit interactif ou pas, peuvent heurter. Cousu de fil blanc, les scénaristes ont fumé la moquette, c'est pas possible, j'ai décroché dès que c'était gros comme une maison. Enfin voilà, on a des vrais problèmes. Donc la suspension, déjà, ça c'est quelque chose que je veux souligner, de nos a priori, elle est faible en réalité. Elle n'est pas si élevée que ça.
Donc on est toujours en train de se dire, ah oui, on accepte plein d'axiomatiques, des axiomatiques, donc des principes. Dans ce monde, il est possible... il n'y a plus d'argent, c'est un code temporel sur le bras, et puis les gens, quand ils travaillent, on leur fournit des secondes, et s'ils ont plus de secondes, ils meurent. Bon, ça, c'est un film de science-fiction, bon, c'est une axiomatique, mais en réalité, on est dans un régime global très, très emprisonnant. Ce qui va nous conduire à avoir des questions sur à quelles conditions peut-on sortir de là. Est-ce qu'on peut créer de l'innovation, de l'inédit, en faisant rupture de cette grille de lecture et de cette attente. L'autre point intéressant, je trouve, c'est que, parce qu'on pourrait croire que tout est possible avec les nouvelles technologies, voilà, c'est que la fiction dans les univers simulés, donc ça a été une grande interrogation de nos séminaires, et ça l'est toujours par tout le monde, c'est que ça a lieu, ça arrive, ce qui advient, advient. C'est pas quelqu'un qui vous dit, ou qui... Alors déjà, au cinéma, on était contemporain de l'action, hein. Je vivais l'action, alors avec des ellipses, avec avec un cadrage, on va y revenir à la fin, mais fondamentalement, dans les mondes interactifs qui ne sont pas enregistrés, qui sont programmés et générés par un logiciel, donc plutôt du côté informatique, ce qui advient, advient. Voilà. La maison est détruite, voilà, elle brûle, elle brûle. Voilà. Du coup, il y a une forme de documentarisation, ça devient vraiment plus réel, et la fiction s'incarne, se cristallise, se matérialise d'une façon telle que la représentation, à représenter, donner après, n'est pas vraiment l'enjeu. C'est plutôt du temps réel qui est présenté. C'est une présentation en temps réel et ça a un aspect de documentaire. Ça se voit d'autant plus qu'on est plusieurs dans le même monde. Quand on a un ensemble, un collectif qui... je sais pas, je dis un classique, voit surgir un golem de terre, et ben voilà, il est là, il risque de nous écraser à coups de poing. Il n'y a pas photo, hein, c'est pas juste une fantaisie d'un auteur. Alors quelqu'un a décidé qu'il soit là, peut-être, et encore que ça peut être délégué à des méthodes génératives un peu aléatoires, mais ça vient pas de nulle part non plus. Bref, ça c'est un phénomène intéressant qui nous embête. Alors, la narration arborescente, j'ai commencé avec Quantic Dream. Même dans le jeu vidéo, hein, ça existe toujours, ça rejoint ce qu'on appelle parfois le contraire du bac à sable pour les écoles de jeux vidéo, c'est le toboggan. On vous met dans un toboggan et vous allez suivre les aventures des montagnes russes. Donc l'arborescence, on va voir un ou deux schémas dessus. Mais c'est vrai que la force des propositions de David Cage, c'est d'avoir utilisé les technologies de jeux vidéo et avoir utilisé les techniques narratives issues des hypermédias avec des bifurcations, des conditions, un peu de mémoire de l'action, selon ce qu'on a dit à quelqu'un, mais ça c'est pas très difficile en mémorisant une sorte de karma du personnage, du joueur qui va, s'il a bien répondu, a été méchant avec un tel, en subir les conséquences. Il y a quand même des fils, parce qu'on est toujours sur la trame et le fil, avec bifurcation. On a des narrations plus réticulaires, donc qui sont moins avec plus accentrées, hein, puisque quand on a une arborescence, il y a un début, une fin, et puis il y a une augmentation des possibles, alors que dans des narrations réticulaires, le réseau peut être plus ou moins accentré, c'est le propre de la définition du réseau, et puis permettre un parcours partiel sans avoir une démultiplication permanente du nombre de possibilités. Alors je parle de narration motorisée. Alors c'est vrai que Pierre Barbosa, dans le séminaire Action sur l'image, parlait de moteur narratif. C'est intéressant puisque ça signifie qu'on va avoir un système de calcul, donc un bout de logiciel, qui va envisager qui peut être causaliste, c'est-à-dire qui va regarder les chaînes causales. Donc ça rejoint l'histoire du karma. Hein, j'ai fait que des bêtises, je suis un méchant, voilà, je suis intégré dans la guilde des méchants à la fin ou à tel moment du scénario. Probabiliste avec de l'aléatoire. Et donc une mémoire de parcours. Enfin, on peut avoir des narrations génératives. Il y a un gros débat aujourd'hui sur la scène internationale. J'ai encadré le travail d'un excellent créateur de jeux vidéo qui s'appelle, de scénario, qui s'appelle Patrice Crespi, et on s'interroge sur les conditions d'une générativité, c'est-à-dire d'un système qui permettrait de produire tous les récits, enfin pas tous, mais une infinité de récits, beaucoup de récits, sans qu'on puisse vraiment en connaître au départ la forme. Il pourrait avoir un genre, mais donc une vraie surprise. On a la générativité procédurale des paysages, vous avez entendu parler de ça, dans les jeux vidéo, on peut fabriquer un monde, et puis les choses se placent de manière automatisée, et donc c'est généré au fur et à mesure. Mais la narration aussi pourrait être générée au fur et à mesure, ce qui pose plein de questions.
Alors voilà quelques schémas qui aident toujours l'esprit à comprendre. Alors ça, c'est dans un autre contexte qu'ils ont été fabriqués, c'est pour considérer la mise en place de l'information sur la rédaction sur le web, mais on s'apercevra qu'ils fonctionnent très bien pour les récits. Ils sont en place depuis longtemps, hein, et ça illustre le propos. Donc je renvoie à Ramon, non, c'est en espagnol, Ramon Salvaberria. Du coup, moi, à l'époque, on a travaillé on a essayé de créer. Alors, j'ai retrouvé ça en faisant des recherches pour cette conférence. J'étais content de distinguer des régimes, des logiques d'interactivité, la télévision, le web et puis le jeu vidéo, et surtout la distinction. J'ai sorti pas pour étaler ma science ou la complexité d'élaboration qu'on pourrait aussi contester et débattre, mais pour bien faire la distinction entre l'hyper et le cyber, parce que c'est une distinction qui n'est pas très finalement répandue. L'hyper, c'est vraiment des nœuds, des endroits qui sont reliés, comme des pages web sont reliées ensemble, et qui font qu'on saute ou qu'on va d'un endroit à l'autre de manière discontinue. Le cyber, c'est le comportemental, c'est le simulé. Dans l'hypermédia, on est encore dans la représentation, on est encore dans l'affichage, alors que dans le cybernétique, le cybermédia, donc les jeux vidéo, on est vraiment dans du temps réel avec du couplage, du comportemental et énormément d'aspects qui vont trancher. Alors il y a un peu de mélange entre les deux, évidemment. Dans le jeu vidéo, vous avez des portails de téléportation, on rentre quelque part, pof, on se retrouve ailleurs. C'est un côté hyper dans un monde simulé cyber. À l'inverse, dans les mondes hypermédias, Amazon par exemple, vous avez un petit calcul pour vous proposer des choses, et donc il y a quand même une part de simulation de votre activité. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ces deux domaines, ces deux pôles permettent de comprendre que lorsque vous allez faire une narration en réalité virtuelle enregistrée, de l'image saisie, filmée, ça va être difficile de créer une image qui aura les propriétés de celle du jeu vidéo avec des croissances de plantes, un feu, des choses qui changent en fonction de l'activité. Il va falloir aller, on va être quand même un peu limité par le caractère figé de l'image enregistrée, même si on peut lui attribuer, et qu'il y a une fusion actuellement par les effets spéciaux, des comportements dans certains aspects de l'image. Donc, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est important, hein, l'aspect séquentiel ou couplé. En tant qu'acteur, si j'appuie un clic, vous voyez, à gauche, c'est la commande, je commande, clic, clic, alors qu'à droite, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est-à-dire, vous voyez, quand vous pilotez votre voiture, vous tournez un peu à gauche, ça change tout de suite. Vous ne cliquez pas pour dire à gauche. Bon, voilà, c'est tout un tas de réflexions sur les interfaces, sur les engagements, sur la cognition, etc. Bon, passons. Alors là, j'ai cité les propos d'une autre collègue qui avait fréquenté ce séminaire, qui est Marida Di Crosta, qui a travaillé sur le cinéma interactif. Voilà, ça va tellement vite. Et donc, elle souligne qu'il y a une posture méta-narrative, que moi j'ai appelée réflexive aussi, puisque, en fait, le destinataire de l'œuvre se pose toujours la question de son degré de participation, de son champ d'action et des effets de ses actes. Si on lui offre une prise, donc un aspect participatif, qu'on résume en général par le terme d'interactivité. Quels sont les effets de mes actes? Évidemment, beaucoup d'auteurs savent qu'on peut jouer là-dessus, on peut jouer sur des biais cognitifs, des biais de cohérence, des illusions, on croit qu'une chose est synchro, c'est moi qui l'ai causé. Enfin voilà, on a du coup énormément de matière, et c'est là où les neurosciences peuvent intervenir, pour favoriser l'impression de participer, mais on sait que la personne se pose la question. Ensuite, il y a une autre relation entre l'auteur et le récepteur, ça c'est évident, c'est plus la relation descendante classique, et donc il y a une sorte de collaboration ou de régénération du récit par le destinataire. Alors j'ai un exemple où on peut contredire en partie cette nouveauté, puisque depuis toujours le spectateur est actif, interprète. Je vais le passer juste après l'exemple. Et donc elle évoque un double registre de narration entre ce qui m'est raconté de l'extérieur, ou les éléments qu'on a voulu me montrer en tant que faisant à la fin récit, et enfin, ce que moi j'ai influencé, et ce qui fait que j'en suis co-auteur ou co-metteur en scène ou co-scénariste ou acteur. Enfin là, c'est intéressant de calibrer aussi. Quand vous êtes en train de bouger votre tête dans un casque de réalité virtuelle, vous êtes co-metteur en image. Vous faites de la mise en image. Vous êtes cadreur en fait. Enfin, même si la question du cadre, le cadre a disparu en partie. Donc, quand vous faites des mouvements de caméra dans un jeu vidéo, vous avez une activité proche de celle du caméraman. Et donc, c'est pas la même posture que l'acteur qui décide de planter un arbre.
Bon, c'est Samuel Gantier qui résume ses propos, hein, qui est un autre collègue qui a travaillé notamment sur les documentaires interactifs. Donc c'est des questions qui traversent le transmédia, le web documentaire, le jeu vidéo, les nouvelles narrations, tata. Alors je voulais vous donner un exemple de ça. Donc dans un film qui... alors attendez, hop. I'm Colin Marshall, host and producer of the podcast Notebook on Pardon. Cities and Culture. Alors and qui most connaît ce film fascinating. qui s'appelle Timecode de Mike Figgis 2000? Quelqu'un connaît ce film? 2 personnes. Bon, je suis content de vous le faire connaître. On découvre toujours des choses. C'est un film, donc au cinéma, qui proposait, bon là on a une description, qui proposait simultanément et en temps réel de la seconde 0 à la fin du film, je ne sais plus combien il dure, 2 heures et demie, c'est quand même un exploit, 4 plans continus, des plans séquences, sans rupture, le fameux, la corde, vous savez l'expérience des années 30 sur le plan séquence, donc 4 en parallèle, en split screen. Désolé pour la trademark qui fait qu'on ne peut pas, pour anti-piratage, mais donc vous étiez à l'écran, dans la salle obscure, et vous aviez ces 4, avec des personnages qui passaient de l'un à l'autre, un tremblement de terre, des tremblements de terre qui interviennent régulièrement et qui vont synchroniser les événements. Et alors là, je vous assure qu'en termes de nouvelle narration, c'était extraordinaire, puisque l'activité spectatorielle était démultipliée par, évidemment, la saturation. Hein, on ne peut pas regarder en même temps 4 images. L'interprétation spatiale, le fait que, tiens, elle est dans la bibliothèque, lui, il a fait ci, il passe là, ils sont à l'hôpital, il y a un tremblement de terre qui les synchronise, la vérification de la synchro, c'était vraiment une œuvre, bon, je pourrais en parler des heures, mais c'était fascinant. L'interactivité est nulle. C'est vraiment un film. Oui. Tremblement de terre. Merci de la question. Le mixage est distribué et effectivement l'attention est orientée par les passages en continu, enfin en fondu enchaîné sonore qui permet de se focaliser. Je l'ai vu à l'époque, j'ai plus le détail de savoir si parfois il y a des cacophonies, parce qu'on peut imaginer aussi de créer des sortes de dialogues indirects ou des synchronicités. Mais en tout cas, c'était vraiment passionnant comme expérience, et je voulais vous la montrer pour souligner que... oui ? Pardon ? 5 minutes. Ah d'accord, ok, super. Alors, bon, donc là, on va être... Qu'est-ce que je peux dire en 5 minutes ? Alors, il y a une autre question, donc cette posture méta, on l'avait déjà aussi, c'est-à-dire cette question de la réflexivité, de comment ça se passe, comment ça a été fait, qu'est-ce qu'on attend de moi, même quand on n'a pas d'action, avec Timecode, avec les 4 écrans, on est aussi en réflexivité, c'est-à-dire on est aussi en train de se poser des questions sur le sens de ce qui se passe. Alors vous allez me dire au cinéma aussi, mais là en particulier par le procédé qu'on a vu. Ensuite, je voulais en venir, donc je vais vous raconter ce que je devais vous dire, c'est plus rigolo, moi-même je vais faire preuve de narration, je m'y colle. Sur les histoires de narration emboîtée, hein, à la Inception, Existence, désolé pour les exemples uniquement états-uniens, qui sont souvent une figure utilisée pour à la fois renouveler la narration et aussi créer des effets de surprise. Alors ça a été utilisé par exemple par un collègue dans le jeu Californium, qui est une reprise de l'œuvre de Kadik, dans lequel il y a 4 mondes qui sont superposés, et donc en fait c'est un monde de schizophrénique. Qui connaît Philippe Kadik ici ? Ah, là, quand même, une forêt de mains se lève. Donc auteur de science-fiction des années 50, fin 50 à fin 70, type génial, qui a créé tout un champ de narration s'appuyant sur les troubles schizophréniques et sur un mélange de science-fiction et d'axiomatiques extraordinaires comme vivre dans l'esprit d'un cadavre ou des choses qui peuvent être relatives au rapport avec les machines. Donc ces histoires d'emboîtement sont extrêmement intéressantes et souvent étudiées dans le domaine et propices à l'interactivité. La question de l'immersion, on est sur l'immersion ici, hein, donc je voulais parler de Tron jusqu'à Ready Player One, le fait d'avoir des métaphores ou l'exemple littéral dans Tron, vous êtes projeté dans un ordinateur et dans un récit. C'est vraiment la métaphore de la téléportation qui est installée pour comprendre ce qui se passe dans les jeux vidéo et l'ubiquité du joueur. Ready Player One, c'est tout récent, c'est Spielberg l'année dernière, et on a là tout le champ des mondes persistants et de la fictionnalisation des mondes informatiques, quoi. Alors, aujourd'hui, donc, on a une intensification du paradigme de l'immersion, les masques immersifs, les casques, les systèmes d'affichage. Je voulais faire remarquer que rien que l'absence de cadre,
donc concernant la perte du cadre, ou en tout cas le fait qu'il soit périphérique et que, en revanche, j'avais une petite analyse sur relevant la disparition du cadre au profit d'un champ focalisé avec vision périphérique constante et asservissement au mouvement de la tête. Du coup, on a une interactivité de perception dans nos champs intellectuels. On réfléchit, qu'est-ce qu'est l'interactivité d'action, de perception, de paramétrage, tout un tas de classements, mais qui intensifie la cognition, donc l'activité de compréhension incarnée. Je suis là-bas, et situé, je suis dans un corps, incarné, j'ai l'impression d'être dans un corps en vision subjective, et situé, je suis là. Donc il y a beaucoup de commentaires là-dessus aujourd'hui. Avec beaucoup, du coup, contrairement à ce que le cinéma offrait, les changements d'échelle, on est très situé, on est très localisé, et donc on a une partialité qui revient et qui est propice à certains types de récits. Ensuite, je voulais vous parler de ce qu'on appelle la diégèse, les univers de récits, mais qui est devenu ludique, et tous les propriétés propres au jeu qu'on peut y trouver, avec les histoires de retramage, d'autonarration, de participation à la narration. J'avais des exemples que je pourrais donc Californium, on l'a vu. Charles Ayat, qui a été un de mes étudiants à Gobelin, a créé, par exemple, un excellent dispositif de bande dessinée en réalité virtuelle, où on guide un personnage dans un monde très abstrait, et je pourrais le montrer dans les questions peut-être. Et en fait, c'est effectivement ce principe de comment trouver la brèche qui est mise en scène, mais ça fonctionne très bien. Ensuite, j'en venais sur... en fait, moi, quand j'ai vu la communauté du cinéma audiovisuel, notamment au World Forum VR avec Michel Riac, il y a 4 ans, se rapprocher du monde de la réalité virtuelle, ça m'a beaucoup intéressé parce que finalement, la culture informatique et la culture des récits hypermédias, bon, évidemment, elle existe depuis longtemps, et donc il a fallu expliquer à certaines personnes que l'enregistrer et le programmer ont des propriétés fondamentalement différentes. Parce qu'ils pensaient, oui, la réalité virtuelle, c'est le 360. Donc la question centrale de la responsabilité du destinataire se reposait, et une des propriétés fondamentales, c'est l'échelle 1, spatialité à échelle humaine, et temporalité avec le temps réel. Et là, on est en train de tomber là-dessus parce que c'est ce qui est possible avec le médium en réalité virtuelle. Or, d'autres fronts d'innovation sont peut-être possibles. Alors bon, c'est toujours les speakers, ils disent toujours tout est possible, il n'y a qu'à Faucon. Mais en tout cas, je vous attire l'attention là-dessus pour finir. Alors, on a beaucoup centré sur le personnage, les approches narratives. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire davantage sur les systèmes, et notamment offrir de nouvelles expériences, comme par exemple être une forêt, un fleuve en train de se faire polluer ou en train de s'assécher. Ça, je pense que c'est un enjeu anthropologique important, puisque le récit et la narration ont toujours participé comme un système d'adaptation fondamental de l'humanité. Donc on peut se poser des questions là-dessus. Un peuple, un processus, je sais pas, le processus d'un supermarché, d'où viennent les choses, où vont-elles? Ça pourrait être intéressant. Donc de nouvelles immersions seraient peut-être possibles, alors que même on est très attiré avec la réalité virtuelle par l'incarnation, par le fait de la vision subjective, d'exister, d'être en présence, la présence et le pouvoir d'action. Peut-être qu'il y a des hybridations intéressantes pour utiliser, certains le font. J'avais des exemples avec le travail de Yann Kounen sur l'expérience d'ayahuasca psychédélique restituée en réalité virtuelle, où voilà, là, les échelles, l'espace, on n'est pas juste dans un monde 3D ou filmé, on est dans un voyage psychédélique, ou encore un autre exemple assez merveilleux où on passe des étoiles aux fleurs, etc. Donc des changements d'échelle. Et enfin, la dernière piste que j'ouvrais les questions après, c'est d'autres téléportations, puisque souvent, par exemple, on est dans la téléportation spatiale. Moi, j'ai imaginé, on pourrait imaginer, je le propose aujourd'hui, la notion de téléportation causale. C'est-à-dire, je remonte dans la chaîne causale à un autre endroit. Ce qui a instauré la sauvegarde dans le jeu vidéo. Un de mes premiers travaux, c'était sur la sauvegarde dans le jeu vidéo, qui faisait qu'on pouvait revenir en arrière et se dire « Ah, si je m'étais jeté de la falaise, si j'avais pris le couloir à droite, si j'avais répondu autre chose ». On était dans une approche uchronique. L'uchronie, c'est le fait de « Et si ? Qu'est-ce qui se serait passé si… vous connaissez le maître du Haut-Château de Philippe Cadic, si les nazis avaient gagné, le monde serait différent, et si Trump n'avait pas été élu, et Bolsonaro est un peu quand même à reconstituer les choses ». Mais dans les jeux vidéo, c'est possible, pour ceux qui ne sont pas prisonniers d'une temporalité constante. Dans les mondes persistants, on ne peut pas revenir en arrière, mais dans les mondes les jeux vidéo sur ordinateur solo ou en multijoueur, mais local, on peut le faire. Et donc, j'en termine sur le fait que ça peut être très intéressant, ce que faisait le cinéma, parce que le cinéma, quand on revient, flashback, les ellipses temporelles, retour en arrière, retour en avant, on fait une sorte de téléportation causale. Et, sauf que le causal, il y a une dimension, bon voilà, je suis encore bavard, mais c'est le dernier slide. Non, sinon c'était déjà mais
le causal, c'est bien au cœur de l'affaire de l'interactivité, puisque à partir du moment où on agit, on se sent co-responsable des processus qu'on a activés. Donc le rapport à la causalité est très très différent par la participation. Et ça enclenche dans toute la théorie du jeu ou la phénoménologie des jeux vidéo une implication, un engagement. Donc on a écrit un ouvrage l'année dernière là-dessus, présence, attention et engagement dans les mondes virtuels, très très essentiels sur lesquels travaillent les auteurs, et je vous remercie, j'en arrête là. Merci beaucoup. Merci Étienne Armand. Bon, j'ouvre plein de portes, hein, évidemment, donc on va tous se jeter par la fenêtre pour sortir les parachutes ou alors naviguer, les métaphores sont propices. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Il y a un micro qui est à disposition si vous souhaitez poser des questions. Est-ce qu'il y a déjà une question ou est-ce qu'on peut lancer la discussion ? Une réflexion sur la présentation d'Étienne Armand. Pas dans l'immédiat. Moi, je vais commencer par une réflexion. Enfin, la fin de la présentation notait le caractère, moi, que je qualifierais d'anthropocentré de ces productions culturelles. Égocentré, en tout cas. Pardon ? Égocentré, peut-être. Enfin, se centrer sur l'utilisateur lui-même, mais peut-être effectivement anthropocentré, puisque j'invite à s'intéresser aux forêts, aux fleuves. Voilà, ouais, centré sur la vision humaine. Et finalement, enfin, c'est vraiment une réflexion que j'ai eue en vous écoutant. Est-ce que les nouvelles technologies sont une nouvelle forme pour donner corps à ce que notre imagination conçoit ? Alors effectivement, l'imagination, qui n'est pas si débordante que ça, comme j'essayais de le dire avec la fiction, a toujours été à la recherche d'outils pour se concrétiser. On pense aux pratiques magiques, le fétiche, le mandala. Enfin, il y a beaucoup de pratiques anthropologiques qui tendent à laisser penser que l'imagination cherche à s'incarner. Moi, j'ai travaillé sous la direction d'un directeur, Jean-Louis Vesberg, qui parlait d'une augmentation tendancielle, donc une tendance à augmenter le coefficient d'incarnation charnelle, donc de plus en plus incarné, de plus en plus présent. C'était une promesse technologique, hein. Au début, on est au cinéma, enfin, le roman, le cinéma, et puis vous voyez plein de pyramides de réalité virtuelle qui montrent que justement la multisensorialité, la connexion, les vibrations, les retours haptiques, tout ça, font qu'on va être plus immergé et que l'imaginaire va davantage gagner en consistance et en présence. Voilà, donc ça, on peut le croire. Mais la difficulté, c'est qu'il y a enfin, c'est un peu des réflexions, mais je crois qu'il y a une séduction à croire que voilà, c'est fabuleux, on est dans l'appartement qui n'a pas été encore... c'est pas moi, l'appartement qui n'est pas construit, les architectes s'emparent de la réalité virtuelle. Donc tout ça a une très grande séduction, mais justement, la question que je soulève, c'est comment générer d'autres régimes narratifs. Est-ce que c'est du dis-narratif ? Quand j'ai parlé du documentaire, c'est bon. Moi, je viens aussi de la réflexion sur la fiction documentaire. Hein. J'ai étudié le documentaire historique sur un sujet difficile, l'extermination industrielle des peuples par les nazis, donc la Shoah, vue par la fiction ou par le documentaire. Au bout de 2 ans d'études, les jeux vidéo ont été un moment de régénération très utile. Typiquement, la fiction cherche aussi à s'emparer de l'inconcevable. Donc là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un certain... Bon, là, aujourd'hui, on est face à on le sait, chaque jour, à des questions, des enjeux, anthropologie, comment on vit ensemble, comment on génère d'autres modèles ou comment on se maintient dans ce modèle. Il est évident que les nouvelles technologies sont, à mon avis, une ressource fondamentale pour sortir de l'argument logique, rationnel, et c'est ce que dit Alain Damasio, auteur de science-fiction. Bon, je déborde sur ma conférence de l'autre fois. Il dit, voilà, quand vous avez un héros, quand vous avez un vécu, quand vous avez vous êtes dans le sensible, vous êtes dans l'émotion, et vous pouvez prendre conscience et motiver des personnes bon, ça c'est le vieil argument aussi du cinéma. Donc c'est important d'inventer d'autres formes. Mais je pense, du coup, pour finir, que d'autres récits, peut-être, si vous passiez votre vie au cinéma, enfin une partie de votre vie, personne n'y croirait, donc comment on pourrait aussi convenir qu'il faut une acceptabilité à des formes de récits qui resteraient des fictions, mais qui emprunteraient à l'étrangeté de la vie, à ses coïncidences, à ses rendipités, à la synchronicité, à toutes ces notions qu'on connaît. Et ça, je pense, c'est un beau défi, parce qu'on tourne un peu en rond, enfin moi je trouve, même s'il y a beaucoup de sujets passionnants, on ne s'émancipe pas de ces visions très classiques. Une question là-bas ? Oui. Merci. Suite à ce que vous venez de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas
finalement un risque avec ces nouveaux moyens dont on dispose d'aller vers un appauvrissement, un rétrécissement et une homogénéisation des imaginaires. Je veux dire, l'image, comparativement à des contes oraux ou à des textes par les mots, chacun va développer sa propre sensibilité, et ses propres images et son propre imaginaire. Là, moi, la question que je me pose, c'est que finalement, il y a vraiment cette question-là d'une perte de l'imaginaire profond et singulier de chaque être. Qui se pose cette question parmi vous? Merci, c'est toujours intéressant. Je me la pose aussi depuis longtemps. Alors, j'en suis arrivé à une conclusion à réviser, mais une conclusion qui est, à mon avis, l'imaginaire, le travail de l'imagination se déplace toujours. Alors, par exemple, effectivement, quand vous lisez un roman, vous imaginez plein de choses. Quand vous êtes au cinéma, vous imaginez ce qui se passe entre deux plans, ce qui se passe entre deux séquences, etc. Donc, ou dans le hors-champ. La question du hors-champ est un haut lieu de l'imagination au cinéma. Et dans les jeux vidéo aussi, le hors-champ se pose. Même si on peut tourner la caméra librement, il y a de l'imagination. Dans ces mondes qui sont plutôt cyber, c'est-à-dire de la simulation, on va dire la simulation, donc le jeu vidéo, la réalité virtuelle informatique, il me semble que l'imagination va se poser du côté des champs d'action possibles et du modèle qui est derrière les comportements. C'est-à-dire que la recherche, c'est vrai que quand on est devant un récit, on se dit que voulait l'auteur, quelles étaient ses intentions. Parfois, on est trop pris émotionnellement pour se poser des questions. Mais je pense que la recherche de compréhension et de maîtrise, puisque si on a une action possible, on doit chercher la maîtrise. Et du coup, l'imagination va être sur comment c'est foutu. Je sais pas, c'est comme si vous sortiez d'une prison, comment le système m'a emprisonné pour que je m'évade. Donc on va avoir une forte imagination de tous les possibles pour comprendre et trouver des alternatives. Du coup, c'est vrai que concernant, je ne crois pas tellement à l'appauvrissement, je crois au déplacement des ressources cognitives. Et d'autre part, concernant la standardisation, puisque là, il y a une autre question qui se pose souvent sur « Ah oui, mais les jeux vidéo, voilà, j'appuie sur des clics, il y a des interfaces assez standards, etc. » On a vu apparaître, et j'en étais un des témoins et acteurs, parce que j'ai soutenu des gens comme Brice Roy, le jeu vidéo indépendant, le jeu vidéo d'auteur, qui a démontré que la prolifération, en fait, que tous ces standards avaient généré un terreau sur lequel allaient proliférer des alternatives. Et donc ça, moi, je crois vraiment que je ne suis pas du tout inquiet en réalité. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir une conscience de ces phénomènes, parce que sinon, on peut être Cassandre à la boîte de Pandore, et du coup, on sait que les prophéties sont autoréalisatrices, donc si je suis complètement vision désespérée, je vais générer, enfin, voilà, ça peut aussi nos parano génèrent la réalité, hein, c'est que la réalité est une hallucination consensuelle depuis un certain nombre d'auteurs, donc voilà, je suis prudent sur la parano, mais il y a des risques, effectivement, il y a des risques de stéréotypie, il y a des risques d'enfermement, d'escapisme. L'escapisme, c'est le fait de partir l'échappatoire, la fameuse catharsis aussi, la question de la désensibilisation. Est-ce que c'est... Bon, voilà, c'est une vaste question. Et comme j'ai trouvé une idée intéressante il y a 2 jours, je vous la donne, c'est que par exemple, vous voyez les romans à la 1984 ou à Le Meilleur des Mondes, on pourrait en faire en interactif. Hein. La question, c'est de se demander, est-ce que ça va être un vaccin ? Comme beaucoup d'entre nous, on s'est dit, moi, j'ai pas envie d'être surveillé, j'ai pas envie de parler une nouvelle langue où on peut plus penser l'amour ou autre chose. Ou est-ce que c'est une désensibilisation ? Vaccin, immunisation ou désensibilisation à force d'être exposé ? Ça, c'est une vraie question morale, fondamentale, avec les nouveaux médias, comme avec beaucoup de choses idéologiques qui nous entourent. Je pars loin. Hein. Merci. Une autre question ? Alors, j'ai une réflexion sur les états modifiés de conscience. J'ai travaillé avec un institut du ministère l'année dernière sur les états modifiés de conscience comme symptôme des états, de la recherche d'états limites par l'être humain. On cherche des états limites. L'alpinisme, la poésie, plein de choses. Et je trouve intéressant que Yann Kounen nous propose, après avoir pris de nombreuses fois la liane hallucinogène, enfin la combinaison de lianes, de vivre l'expérience en réalité virtuelle. Ça, c'est vraiment intéressant comme axe. Puisque ça a déjà été fait au cinéma en partie. Hein, si vous regardez L'Ange de Bokanowski, qui est une œuvre expérimentale majeure, vous êtes complètement explosé en termes vous vivez un rêve. Mais ça, c'est un axe aussi important. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui réfléchissent aujourd'hui en neurophysiologie sur les effets. Par exemple, moi, j'ai un petit dispositif où on se retrouve à voler au-dessus d'un paysage. Et donc, quand on vole, en un casque de vision, plutôt visiocasque, pas réalité virtuelle, on vole, est-ce que j'ai pas des relaxations particulières et donc une suggestibilité, une disposition. Donc, tous les effets corporels du récit et de la mise en situation interrogent.
et intéresse. Et ça peut permettre de... Alors l'empathie, hein, vous avez entendu beaucoup de choses, j'imagine. Qui a entendu parler de l'empathie dans les domaines des nouveaux médias? Ah, alors j'aurais dû en parler, donc je me rattrape. L'empathie, c'est le fait, si je vous mets dans la vision d'une personne handicapée ou qui est dans Gaza depuis des générations maintenant, et devant le mur, elle est barbelée, c'est pas du tout la même chose que si vous voyez la photo du mur de Gaza dans le Figaro ou même à la télé, ou même au cinéma, parce que voilà, échelle 1, mise en situation, et donc l'empathie, le fait d'occuper la place animale, la place d'autres personnes, la place d'autres conditions, d'autres cultures, ou d'un autre genre, devenir une femme, devenir un homme, enfin voilà, le gender bonding, comme on disait sur Second Life, quand j'utilise un avatar, il y a eu beaucoup d'apprentissage, hein, même dans la substitution, c'est pour ça que ça m'intéresse, la métamorphose des identités, beaucoup d'apprentissage sur qu'est-ce que c'est qu'être autre, voilà, l'altérité. Donc ça, c'est une piste extrêmement intéressante de ces médias. Ok, merci beaucoup Étienne Armand. Je pense qu'on va pouvoir continuer les discussions dehors. Je suis là jusqu'à vendredi soir, enfin même samedi matin. D'ailleurs, il y a une conférence sur les effets des champignons hallucinogènes par la Société française psychédélique à Toulouse, demain soir à 19h30, pour ceux que ça intéresse, avec la projection d'un film des années 60-70, quand la recherche n'était pas interdite idéologiquement sur voilà, des gens qui filment. Et donc c'est fait par un chercheur, c'est très sérieux, une histoire, donc voilà, vous pouvez être invité si ça vous intéresse, de vous changer les idées par rapport à nos sujets aussi passionnants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve d'ici un quart d'heure, d'ici une quinzaine de minutes pour la présentation suivante. Merci beaucoup Étienne Armand.